La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. La cour a quelques ridicules, j'en demeure d'accord, et je suis, comme on voit, le premier à les fronder. Mais ma foi, il y en a un grand nombre parmi les beaux esprits de profession. Et si l'on joue quelques marquis, je trouve qu'il y a bien plus de quoi jouer les auteurs, et que ce serait une chose plaisante à mettre sur le théâtre que leurs grimaces savantes et leurs raffinements ridicules, leurs vicieuses coutumes d'assassiner les gens de leurs ouvrages, leurs friandises de louanges, leurs ménagements de pensée, leur trafic de réputation et leurs ligues offensives et défensives, aussi bien que leur guerre d'esprit et leurs combats de prose et de vers. Mais enfin, pour venir au fait, il est question de savoir si sa pièce est bonne, et je m'offre d'y montrer partout sans défaut visible. C'est une étrange chose de vous autres messieurs les poètes que vous condamniez toujours les pièces où tout le monde court et ne disiez jamais du bien que de celles où personne ne va. Vous montrez pour les unes une haine invincible et pour les autres une tendresse qui n'est pas concevable. C'est qu'il est généreux de se ranger du côté des affligés. On vient d'entendre un premier extrait de la critique de l'École des femmes de Molière. Alors, 1 an après la création de l'École des femmes, Molière répond à ses détracteurs dans une courte pièce qui est vue comme une apologie de l'École des femmes. C'est une pièce créée en 1662. Alors, cette pièce est une comédie. Elle s'intitule La critique de l'École des femmes, où Climène, le marquis et Lysidas, qui sont des précieux, pédants, stupides, représentent les ennemis jaloux de Molière. Quant à Dorante et Uranie, ils vont se placer en défenseurs non seulement de la pièce de Molière, qui parle, on l'a bien compris à travers leurs propos, mais aussi de la comédie en général. C'est là, pour Molière, une façon de mettre en place, au-delà de toutes les polémiques dont les comédies ont souvent été la cible, une esthétique nouvelle sur le théâtre et la comédie pendant la deuxième moitié du XVIIe. Théâtre en mouvement, une émission à podcaster. Aujourd'hui, théâtre et comédie au XVIIe siècle. Bonjour Isabelle. Bonjour Antoine. Alors, on sait que la comédie est au théâtre une pièce destinée à faire rire et sourire. Alors, Dixit le dictionnaire de Michel Corvin. Oui, à faire rire ou sourire, c'est un terme qui est aujourd'hui employé dans divers domaines. Alors, dans le cinéma, par exemple, on va parler de comédie, mais aussi de comédie dramatique, ce qui peut paraître paradoxal. C'est un terme qui prend différentes acceptions, qui n'inclut pas forcément le rire. Et on le verra dans certaines œuvres de Corneille. Si on s'intéresse à l'adjectif comique, il peut aussi être pris dans un sens qui n'est pas forcément celui que l'on entend aujourd'hui. J'ai parlé de Corneille tout à l'heure. On peut citer l'exemple de l'illusion comique, où l'illusion comique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'illusion théâtrale. Mais bien évidemment, la plupart du temps, comédie et comique sont liés au rire ou au sourire. Et la comédie joue aussi sur des variations assez intéressantes qui se recoupent entre elles. Il y a différents types de comédie, comme la comédie d'intrigue, par exemple. Oui, alors on va décliner la comédie sous différentes formes. On va parler de comédie d'intrigue. Elle est liée aux complications de l'intrigue, à la façon dont les personnages sont pris dans les filets de cette intrigue. On va la retrouver surtout au XVIIIe siècle avec Marivaux, mais aussi chez Pierre Corneille, dès 1629 avec Mélite ou les fausses lettres. On parlera aussi de la comédie de mœurs. Elle met en scène les travers de la société. C'est une satire d'un travers de la société, comme les précieuses ridicules de Molière. Il y a aussi la comédie de caractère qui, elle, met en scène les travers d'un personnage, comme l'avare ou le malade imaginaire, par exemple. Alors ça nous amène le plus souvent vers une critique de la société. On va parler aussi de la comédie farce, qui est moins noble, qui met en scène des personnages plus grossiers dans un registre de langue assez bas. Alors, différents types de comédie, et pourtant, ce sont des formes qui peuvent se recouper dans une même pièce parfois. Oui, alors Molière a bien su exploiter en associant comédie d'intrigue, comique de mots, de caractère, voilà, de gestes, de situations, de langage. Tout ça, effectivement, regroupé dans une comédie. Et on voit bien que la comédie et le comique se déclinent sous différentes formes. Et parfois, on se perd un peu. Et on se perd un peu, et forcément, on parle de Molière quand on parle de comédie. Et quand on parle de la comédie au XVIIe, il faut bien préciser que l'on parle théâtre, et forcément de Molière. Donc parler de la comédie au XVIIe, si on essaye de voir quels sont les propos qui vont être tenus ici, ça va être présenter ses origines antiques, c'est souligner ce rapport de force qui s'installe entre la comédie et la tragédie,
mais aussi tout ce que ce rapport sous-tend dans un contexte classique. C'est aussi évoqué 2 périodes, une première moitié du XVIIe où la comédie est en crise mais résiste vers les années 1630, et une deuxième partie du XVIIe où on parlera surtout de Molière qui renouvelle le genre en l'inscrivant entre autres dans une nouvelle esthétique dramaturgique. C'est aussi montrer les polémiques que la comédie soulève lorsqu'elle se mêle de religion, de morale et de politique. Alors, on le sait, la tragédie trouve ses origines dans les grandes Dionysis, les fêtes consacrées à Dionysos. On peut se référer au podcast sur le théâtre antique, de théâtre en mouvement. Et pour la comédie, c'est la même chose ? Dans une certaine mesure, on va suivre une chronologie et une évolution de la comédie pratiquement identique à celle de la tragédie. Alors, si on s'intéresse aux genres comiques qui ont nourri la comédie, voire le théâtre... Rapidement, dans les grandes lignes. Oui, on va être rapide parce qu'effectivement, ça nous détournerait de notre propos. On va quand même dire que la comédie tire son origine, comme la tragédie, des fêtes organisées en l'honneur de Dionysos, dieu du vin, de la vigne, des excès. Ces fêtes sont les komoidia, d'où provient le mot grec de komodia, puis de comédie, durant lesquelles des concours de comédie, comme il y avait les concours de tragédie, étaient organisés sur 3 jours, avec des auteurs comme Aristophane et, pour les latins, plus tard Plaute. On peut quand même préciser, est-ce qu'il y a d'autres influences ou évolutions majeures à travers l'histoire ? Bon, on va s'autoriser à faire un grand pas en passant de l'Antiquité gréco-latine au Moyen-Âge avec la farce. C'est un genre qui est mal considéré, mais qui rencontrait du succès auprès du public au Moyen-Âge. Et au début du XVIIe, avec des comédiens qui jouaient sur des tréteaux. Georges Couthon, dans une de ses préfaces sur l'amour médecin, met en évidence que les grands farceurs comme Tabarin, Gros-Guillaume, etc. sont des acteurs qui sont très populaires et reconnus. Et on note que vers la fin du XVIe siècle, il y a l'arrivée des comédies italiennes. Des comédiens italiens qui sont effectivement très prisés et de la commedia dell'arte qui jouent. Alors ces comédiens, sur quoi jouent-ils ? Ils vont jouer sur l'improvisation, une gestuelle particulière qui va provoquer le rire, qui va considérablement influencer la comédie, et toute une génération d'auteurs et d'acteurs dont Molière. On peut parler aussi de l'influence du théâtre espagnol, de la pastorale. On voit que ça mêle beaucoup de différents genres. Et ce sont là autant d'influences qui mettent en scène des situations, des personnages, voire des types de personnages qui parfois n'ont pas une grande épaisseur. Entre autres, le Miles Gloriosus, c'est-à-dire c'est ce soldat fanfaron que l'on retrouve dans de nombreuses pièces que les auteurs du XVIIe ont repris, comme Pierre Corneille au début du XVIIe, et Molière qui s'inspire aussi des auteurs grecs et latins comme Ménandre pour le Misanthrope. Ou Plaute pour l'avare. Au XVIe siècle, c'est là qu'on parle de comédie humaniste. Oui, alors les comédies humanistes du XVIe, dans lesquelles il s'agissait déjà de corriger les mœurs, n'ont pas eu de succès retentissant. Et fin du XVIe, début XVIIe, c'est le baroque avec la tragicomédie, qui sont préférés jusqu'en 1630 environ. Et là, on peut se référer au podcast sur la tragédie classique de Carnet d'Art Podcast, Théâtre en mouvement. Tout à fait. Alors, quelle politique pour le théâtre à cette époque ? On peut peut-être parler ici des salles de théâtre. Sous Louis XIII et Richelieu, le théâtre se développe avec la création de 2 salles. Ce sont 2 anciennes salles de jeux de paume. L'Hôtel de Bourgogne, ce sera la première salle de théâtre permanente, subventionnée par le roi, et son concurrent, le Théâtre du Marais. En 1641, on fait un petit peu d'histoire et on donne quelques dates. Le palais cardinal est inauguré. Il est rebaptisé en 1642 à la mort de son créateur Richelieu, Théâtre du Palais Royal. C'est le théâtre de la cour. Il est mieux équipé que les autres, avec un système de machinerie important, des éclairages, des lustres garnis de bougies de cire blanche. Et bien sûr, tout ça donne un théâtre de meilleure qualité. Bon, il y aura d'autres salles, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Et évidemment, à cette époque, on ne peut pas ne pas parler de Louis XIV, qui donne aussi une impulsion plus que positive au théâtre. Alors, on renvoie au podcast sur la tragédie classique au XVIIe. Il s'agit de valoriser la grandeur de la France, et dans cette perspective, Louis XIV va, entre autres, favoriser le développement des sciences et des arts. Le roi est donc, à ce moment-là, mécène. Mécène, qui accorde des pensions à Corneille, Racine, Molière et Lully pour qu'ils se consacrent à leur art et répondent à ses commandes. Molière, par exemple, a passé une première partie de son activité théâtrale dans un théâtre itinérant, ça tout le monde le sait, mais la faveur du roi va lui permettre de bénéficier à partir de 1658 d'abord de la salle du Petit Bourbon, qui était la plus grande salle de l'époque,
Il s'y installe en alternance avec les comédiens italiens dont on a parlé. Puis, à partir de 1661 et jusqu'à sa mort, en 1673, il va occuper la salle du Palais Royal. À sa mort, la troupe de Mademoiselle Molière s'installe à l'hôtel Guénégaud, qui va fusionner avec les comédiens de l'hôtel de Bourgogne en 1680 pour former la Comédie Française, la fameuse. La fameuse. Et donc avec un théâtre, on le voit, qui se sédentarise, est-ce qu'on peut dire à chaque salle sa troupe ? Dans une certaine mesure, oui, et avec ça, une concurrence sévère entre les troupes, avec des comédiens qui pouvaient passer de l'une à l'autre, comme cela a été le cas pour les Duparc. C'est une concurrence que l'on voit aussi apparaître à travers les genres de pièces qui étaient jouées. Alors je dis genre entre guillemets. Pour l'hôtel de Bourgogne, par exemple ? La troupe de l'hôtel de Bourgogne était subventionnée par le roi, on l'a dit. C'était la troupe royale qui jouait des tragédies, celles de Corneille et de Racine, entre autres. Et la troupe du théâtre du Marais, non subventionnée, qui crée des œuvres dont le Cid de Corneille en 1637. On ajoutera la troupe du Petit Bourbon, puis du Palais Royal, subventionnée par le roi, que Molière partage avec les comédiens italiens et où il va représenter, entre autres, l'École des femmes en 1662. À ce moment-là, on connaît aussi évidemment les fêtes royales. Oui, la cour donne également des représentations lors des fêtes royales qui se multiplient sous le règne de Louis XIV. Ces grandes fêtes comprennent des représentations d'ordre divers, jeux de masques, feux d'artifice dans les jardins et les bassins, Versailles, danses et représentations théâtrales, et le Louvre, puis Versailles, comme je viens de le dire, deviennent des lieux de fêtes fastueuses. Comme en 1664 avec les plaisirs de l'île enchantée, 6 jours de fête, 6 jours de faste. 6 jours de fête, 6 jours de faste, c'est l'occasion pour le roi de donner des pièces de théâtre en spectacle et de donner naissance à la comédie-ballet créée par Molière et Lully. Et il s'agit bien là de divertir, c'est la naissance de la comédie musicale en fait. Alors pour la comédie-ballet, oui, pourquoi pas. On peut dire que quelque part Molière a inventé la comédie musicale. Le but est de divertir, mais on reparlera de la comédie-ballet un petit peu plus tard, quand on aura balayé un petit peu plus l'histoire de la comédie. Alors on se penche là sur un extrait d'un texte de Pierre Corneille, La Place Royale, qu'il écrit en 1634, acte 1, scène 3. Cléandre, puis Alidor et Cléandre. Que je dois faire pitié de souffrir les rigueurs d'un sort si tyrannique. J'aime Alidor, j'aime Angélique, mais l'amour cède à l'amitié. Et jamais on n'a vu sous les lois d'une belle d'amant si malheureux ni d'amis si fidèle. Ma bouche ignore mes désirs, et de peur de se voir trahi par imprudence, mon cœur n'a point de confidence avec mes yeux ni mes soupirs. Tous mes vœux sont muets, et l'ardeur de ma flamme s'enferme tout entière au-dedans de mon âme. Je feins d'aimer en d'autres lieux, et pour en quelque sorte alléger mon supplice, je porte du moins mon service à celle qu'elle aime le mieux. Phyllis, à qui j'en compte, a beau faire la fine, son plus charmant appât, c'est d'être sa voisine. Esclave d'un œil si puissant, jusque-là seulement me laisse aller ma chaîne, trop récompensée dans ma peine d'un de ses regards en passant. Je n'en veux à Phyllis que pour voir Angélique, et mon feu qui vient d'elle, auprès d'elle s'explique. Ami, mieux aimé 1000 fois, faut-il pour m'accabler de douleur infinie que nos volontés soient unies jusqu'à faire le même choix? Viens quereller mon cœur, puisqu'en son peu d'espace, ta maîtresse après toi peut trouver quelque place. Mais plutôt vois te préférer à celle que le tien préfère à tout le monde, et ton amitié sans seconde n'aura plus de quoi murmurer. Ainsi je veux punir ma flamme déloyale. Ainsi... Te rencontrer dans la place royale, solitaire et si près de ta douce prison, montre bien que Phyllis n'est pas à la maison. Mais voir de ce côté ta démarche avancée, montre bien qu'Angélique est fort dans ta pensée. On connaît Corneille, auteur tragique, mais c'est aussi un auteur de comédie. Oui, Corneille est un très bon exemple pour présenter la comédie dans une première moitié du XVIIe. On connaît moins son frère Thomas, mais c'est aussi un auteur qui a été reconnu en son temps. Donc Pierre Corneille va être apprécié non seulement pour ses tragicomédies comme le Cid en 1637, mais aussi pour ses comédies dont La Place Royale ou L'Amoureux extravagant en 1634
et Le Menteur, plus tard, en 1743, qui est sa dernière comédie avec la suite du Menteur, un an plus tard, en 1744. Alors c'est difficile et pas forcément à propos de classer toutes ces œuvres, mais celles-ci sont bel et bien considérées comme des comédies baroques. Oui, alors on a tendance à vouloir un petit peu tout classer, classifier. On voit quand même que c'est assez difficile, puisque les mouvements se mêlent entre eux. Ce n'est pas définitif et ça ne démarre pas à une date précise. Mais pour revenir effectivement à ces comédies baroques, les premières de Corneille ont été écrites durant cette période, mais elles ont le mérite, avec d'autres pièces et d'autres auteurs comme Méret et Rotrou, de faire renaître la comédie qui, dans une certaine mesure, n'attirait plus vraiment le public. Et là, on se trouve face aux comédies d'intrigue. Mélite ou Les fausses lettres est une première comédie créée par Corneille en 1629, puis La Veuve en 1631, et d'autres qui suivront de près sont en effet des comédies d'intrigue. Alors de quoi parle-t-elle ? Ce sont des personnages qui forment le plus souvent un quatuor amoureux où la jalousie, la ruse sont mises en scène. C'est parfois artificiel, mais ces pièces ont rencontré du succès, d'autant que Corneille a su échapper à certains clichés propres au rire. Et c'est intéressant de considérer justement la façon dont il considère le rire par rapport à la façon dont Molière va, lui, le prendre en charge. Oui, parce que là, en fait, c'est un rire nouveau. Et si on s'appuie justement sur Corneille et sur l'examen qu'il rédige à propos de sa pièce... Alors, Corneille, dans son examen de Mélite, va souligner: on n'avait jamais vu jusque-là que la comédie fit rire sans personnages ridicules, tels que les valets bouffons, les parasites, les capitaines, les docteurs, etc. Celle-ci faisait son effet par l'humeur enjouée de gens d'une condition au-dessus de ceux qu'on voit dans les comédies de Plaute et de Terence, qui n'étaient que des marchands. Alors plus loin, il dira « et dans un style qui est une peinture des honnêtes gens ». Avec Le Menteur, en fait, il signe une œuvre proche de la réalité en situant l'action à Paris. C'est ce qui a pu plaire aussi au public, parce que c'est une œuvre qui a eu du succès. Alors, écoutons un extrait donc, du Menteur de Pierre Corneille, acte 1, scène 2, avec cette première didascalie pour ouvrir cette scène. Dorante est un provincial qui se rend à Paris, où il cherche à parvenir. Il se rend aux Tuileries, où il rencontre Clarisse, qu'il ne connaît pas, mais lui fait croire qu'il l'aime depuis longtemps. Aïe! Ce malheur me rend un favorable office, puisqu'il me donne lieu de ce petit service, et c'est pour moi, madame, un bonheur souverain que cette occasion de vous donner la main. L'occasion ici fort peu vous favorise, et ce faible bonheur ne vaut pas qu'on le prise. Il est vrai, je le dois tout entier au hasard. Mes soins, ni vos désirs, n'y prennent point de part, et sa douceur, mêlée avec cette amertume, ne me rend pas le sort plus doux que de coutume, puisqu'enfin ce bonheur, que j'ai si fort prisé, à mon peu de mérite eût été refusé. S'il a perdu sitôt ce qui pouvait vous plaire, je veux être à mon tour d'un sentiment contraire, et crois qu'on doit trouver plus de félicité à posséder un bien sans l'avoir mérité. J'estime plus un don qu'une reconnaissance. Qui nous donne fait plus que qui nous récompense, et le plus grand bonheur au mérite rendu ne fait que nous payer de ce qui nous est dû. La faveur qu'on mérite est toujours achetée, l'heure en croît d'autant plus, moins elle est méritée, et le bien où sans peine elle le fait parvenir, par le mérite à peine aurait pu s'obtenir. Aussi, ne croyez pas que jamais je prétende obtenir par mérite une faveur si grande. J'en sais mieux le haut prix, et mon cœur amoureux, moins il s'en connaît digne, et plus s'en tient heureux. On me l'a pu toujours dénier sans injure, et si la recevant ce corps même en murmure, il se plaint du malheur de ses félicités que le hasard lui donne et non vos volontés. Un amant a fort peu de quoi se satisfaire des faveurs qu'on lui fait sans dessein de les faire, comme l'intention seule en forme le prix. Assez souvent, sans elle, on les joint au mépris. Jugez par là quel bien peut recevoir ma flamme d'une main qu'on me donne en me refusant l'âme. Je la tiens, je la touche, et je la touche en vain si je ne puis toucher le cœur avec la main. Cette flamme, monsieur, est pour moi fort nouvelle, puisque j'en viens de voir la première étincelle. Si votre cœur ainsi s'embrase en un moment, le mien ne sut jamais brûler si promptement. Mais peut-être, à présent que j'en suis averti, le temps donnera place à plus de sympathie. Confessez cependant qu'à tort vous murmurez du mépris de vos feux que j'avais ignorés. Et dans l'Épître à Monsieur, il cite les sources de sa pièce. Oui, alors je vais parler à la place de Corneille ainsi. Quand je me suis résolu de repasser du héroïque au naïf, je n'ai osé descendre de si haut sans m'assurer d'un guide. Et je me suis laissé conduire au fameux Lope de Vega, de peur de m'égarer dans les détours de tant d'intrigues que fait notre menteur. En un mot,
Ce n'est ici qu'une copie d'un excellent original qu'il a mis au jour sous le titre « La verdad sospechosa », ça veut dire « la vérité suspecte », et me fiant sur notre race qui donne liberté de tout oser aux poètes ainsi qu'aux peintres, j'ai cru que nonobstant la guerre des deux couronnes, il m'était permis de trafiquer en Espagne. Ici, on trouve effectivement les sources, le théâtre espagnol, mais aussi une manière de considérer la comédie par rapport à la tragédie, et aussi la comédie par rapport à d'autres formes de comédie qu'il considère plus basses, moins nobles. Cela nous ramène quelques années plus tard à Molière et à la critique de l'école des femmes, dont on va écouter un extrait. Uranie. Mais de grâce, monsieur Lysidas, faites-nous voir ces défauts dont je ne me suis point aperçu. Lysidas. Ceux qui possèdent Aristote et Horace voient d'abord, madame, que cette comédie pèche contre toutes les règles de l'art. Je vous avoue que je n'ai aucune habitude avec ces messieurs-là, et que je ne sais point les règles de l'art. Dorante. Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. Il semble à vous ouïr parler que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde, et cependant ce ne sont que quelques observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes. Et le même bon sens qui a fait autrefois ces observations les fait aisément tous les jours, sans le secours d'Horace et d'Aristote. Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. Veut-on que tout un public s'abuse sur ces sortes de choses et que chacun n'y soit pas juge du plaisir qu'il y prend ? Alors là, on a donc un nouvel extrait de la critique de l'école des femmes qui permet de préciser ce qui est reproché à la comédie à ce moment-là. Oui, alors, reprocher entre guillemets, c'est vrai qu'on ne sait pas tellement quel terme employer ici. On l'a vu en parlant de la comédie au XVIIe siècle, on parle aussi indirectement de la tragédie et de la concurrence qui existait entre les deux. Oui, quand on définit la comédie, c'est forcément par rapport et en opposition à la tragédie. Dans une certaine mesure, il y a deux camps clairement mis en scène, comme on l'a dit précédemment. D'un côté, ceux qui se réclament d'Aristote, d'Horace et des théoriciens qui ont inspiré les règles du théâtre classique. Ce sont ces pédants, comme les appelle Dorante, qui ont des attentes précises. Et dans un autre camp, ceux qui se moquent des règles en prônant en premier lieu celle de plaire et la fameuse formule « Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. » C'est une comédie de mœurs finalement où on retrouve aussi l'opposition entre la noblesse de la tragédie et la bassesse de la comédie. Avec des querelles dont le théâtre de Molière et la comédie étaient sans arrêt la cible, mais sans que cela concerne toujours l'application de règles, de théories, on le verra. En tout cas, pas de théorie aussi clairement définie que pour la tragédie quand on parle de comédie. Et comment est-ce qu'on peut expliquer le sort, entre guillemets, réservé à la comédie ? Est-ce qu'il faut remonter à Aristote pour comprendre ça ? On revient toujours à Aristote, même si cette poétique n'est pas toujours très claire. Aristote annonce qu'il va parler de la comédie comme il a parlé de la tragédie, mais en fait, on n'a pas grand-chose. Cela dit, dans le chapitre 5 de sa poétique, il présente la comédie de la manière suivante. Je te laisse citer Aristote. La comédie est, comme nous l'avons dit, l'imitation du mauvais. Non du mauvais pris dans toute son étendue, mais de celui qui cause la honte et constitue le ridicule. Car le ridicule est une faute, une difformité qui ne cause ni douleur ni destruction. Un visage contourné et grimaçant est ridicule et ne cause point de douleur. On sait par quel degré et par quels auteurs la tragédie s'est perfectionnée. Il n'en est pas de même de la comédie, parce que celle-ci n'attire pas dans ses commencements la même attention. On reste dans ce principe capital que la comédie, comme la tragédie, est mimésis, c'est-à-dire une imitation de la nature, mais à la différence de la tragédie, la comédie est une imitation du mauvais. Mais une imitation qui trouve naissance dans une réalité finalement proche du peuple. On est loin des personnages mythiques de la tragédie. Dans la comédie, pas de personnages mythiques, mais effectivement des personnages proches de la réalité, du peuple, du quotidien. Je ne sais plus quelle critique parlait proche du domestique dans la comédie. À la différence des personnages de tragédie portés par une histoire souvent lourde. Et avec un langage qui peut être grossier, des thèmes souvent vulgaires. On peut se référer à Aristophane, par exemple, dans l'Antiquité grecque. Oui, alors si on revient à la farce, par exemple, c'est un genre qui plaît au public, des villes, mais qui est décrié.
Il met en scène, comme le dit Bernadette Reflot, un bon tour joué à quelqu'un, et c'est souvent le bas, le scatologique, un langage grossier qui est mis en œuvre dans le but de divertir et d'amuser le public aux dépens d'une personne, et ça marche. Et à ce moment-là, on considère qu'il est plus facile de faire rire que de faire pleurer. On le considère, mais Molière s'en défend, et la comédie va en souffrir. C'est un genre qui doit, en quelque sorte, faire ses preuves. On peut faire rire, le tout est de savoir comment. En particulier au XVIIe siècle, où la tragédie est le genre noble par excellence. Molière, qui se défend, on revient encore une fois à la critique de l'école des femmes, à travers Dorante et Uranie, cherchera, dans une certaine mesure, à hisser la comédie au rang de la tragédie. C'est ce qui explique également que les auteurs tragiques sont mieux considérés que les auteurs comiques. On a bien compris là que la comédie, c'est un genre qui, en fait, a du mal à s'imposer. C'est un genre qui a du mal à s'imposer, même si certains auteurs, comme Pierre Corneille, dont on a parlé tout à l'heure, s'essaient à la comédie, mais aussi à la tragédie. Alors, pour revenir à la définition d'Aristote, il va insister sur la laideur qui est attribuée au comique et à la comédie. On peut encore une fois citer cet auteur. La comédie est une imitation d'homme sans grande vertu, non qu'elle traite de vice dans sa totalité, puisque le comique n'est qu'une partie du lait. Le comique tient en effet à un défaut et à une laideur qui n'entraîne ni douleur ni dommage. La comédie parle d'un monde inférieur au monde prestigieux et noble des héros de la tragédie. Elle représente la laideur, et la laideur est d'autant plus source de honte qu'elle va amener le rire, contrairement à la tragédie, et ses émotions nobles comme la crainte et la pitié. Donc on comprend pourquoi auteurs tragiques et auteurs comiques ne sont pas toujours mis sur un même pied d'égalité dans un XVIIe siècle qui va poursuivre dans cette voie, mais dans un contexte où la censure joue un grand rôle. Censure opérée, entre autres, par l'Église. Très tôt, effectivement. Le rire est vu comme une émanation du diable. On peut situer Bossuet, évêque de Meaux, qui au XVIIe siècle condamne les œuvres de Molière et déclare dans ses maximes et réflexions sur la comédie que « Le théâtre veut plaire et on ne plaît aux hommes qu'en flattant leur passion. Le théâtre ridiculise la vertu, il fait l'éloge des passions. » Donc effectivement, on a des citations qui disent beaucoup de choses. Malgré tout, la comédie résiste parce que le roi Louis XIV, qui connaît ses positions, est un roi favorable au théâtre et il soutient tous les auteurs, qu'ils soient auteurs de tragédie ou de comédie comme Racine, Molière, Corneille. C'est aussi un moyen de montrer sa suprématie. Mais toutes ces querelles là sont extrêmement violentes. Elles sont surtout violentes quand la comédie dépasse le simple cadre d'amuser. Et Gabriel Conesa, dans le journal des Trois Théâtres, va évoquer les années difficiles de Molière. Il va dire la chose suivante. Les années 1662-1669 correspondent sans conteste à la période la plus difficile de la vie de Molière. Le dramaturge qu'on a tenté d'abord de discréditer en le ravalant au rang méprisable de farceur devient un auteur jugé subversif et libertin par les dévots et la bonne société, et dont l'influence sur le roi grandit dangereusement. Mais il est de surcroît l'ennemi à abattre aux yeux de ses rivaux. En fait, Molière se met à dos beaucoup de monde. Il va se mettre à dos les dévots et jusqu'au public dans l'école des femmes en 1662, où il va être accusé d'obscénité, de manque de respect à l'égard du mariage, dans les fameuses maximes en 1665. Une violente cabale va être montée contre lui lors de la présentation du Tartuffe qu'il sera obligé de réécrire. Ici, il se mêle de religion, de dévots, et la compagnie du Saint-Sacrement s'insurge et voit en lui un démon vêtu de chair. Molière en a beaucoup souffert. Et c'est la même chose pour Don Juan, qu'il écrit en 1665. À ce moment-là, Molière, dans ses œuvres, remet en cause la société, la religion. On ne pourra pas tout expliquer ici, mais c'est vrai qu'on voit que la comédie va au-delà de ce qu'on pourrait attendre. On dira juste que la comédie dérange parfois en opposant une société bien pensante contre un pan de la cour qui veut se démarquer des carcans d'un univers trop pesant. Ce que dit Gabriel Conesa au sujet de la querelle de l'école des femmes est très représentatif des enjeux idéologiques et religieux que soulèvent des comédies jugées subversives. Et je trouve très important de citer ce critique. La violence de ces querelles ne s'explique que par l'importance des enjeux idéologiques qui les sous-tendent. L'école des femmes, par exemple, met en jeu les valeurs morales fondamentales d'une société en pleine transformation. Il est certes légitime de penser que, lorsque Molière oppose le naturel d'Agnès au carcan de règles brandi par Arnolphe,
Représentant du courant du conservatisme moral, l'œuvre reflète le mouvement de la galanterie auquel adhère une nouvelle génération plus sensible au plaisir de l'amour et plus confiante en son pouvoir éducatif. Mais l'école des femmes va bien plus loin. Par-delà cette situation de théâtre stéréotypé, elle éclaire un moment capital de l'histoire des idées, l'émergence de la conscience individuelle comme référence éthique. Molière ne prône rien de moins qu'une conception du naturel fondée sur l'intuition individuelle du bien, idée on ne peut plus subversive, puisqu'elle tend à libérer les jeunes gens de toute autorité morale. Pour donner une autre vision de la comédie, on va parler de Boileau, du chant 3 de l'art poétique dans lequel il parle de la comédie et de Molière. Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnois plus l'auteur du Misanthrope. Le comique, ennemi des soupirs et des pleurs, n'admet point en ses vers de tragiques douleurs. Mais son emploi n'est pas d'aller, dans une place, de mots sales et bas charmer la populace. Il faut que ses acteurs badinent noblement, que son nœud bien formé se dénoue aisément, que l'action, marchant où la raison la guide, ne se perde jamais dans une scène vide, que son style humble et doux se relève à propos, que ses discours partout fertiles en bons mots soient pleins de passions finement maniées, et les scènes toujours l'une à l'autre liées. Aux dépens du bon sens, gardez de plaisanter. Jamais de la nature il ne faut s'écarter. Donc là, c'est Boileau ou Comment rire. C'est un peu ça. Ici, on passe à un autre type de querelle qui concerne la forme de la comédie et surtout du comment rire ou comment faire rire. On revient sur cette idée que la comédie peut exister et que l'on peut faire rire, mais à condition de répondre à des critères qui sont ceux énoncés et dénoncés dans la critique de l'école des femmes. Le rire est acceptable selon certains principes clairement définis ici par Boileau dans le passage consacré à la comédie de son art poétique. Et la farce à la Scapin est rejetée. Alors, la formule est sévère. Si on reprend ces deux premiers vers, dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope. On voit se dessiner différentes sortes de comédies, celle farcesque des Fourberies de Scapin et celle plus relevée du Misanthrope qui fera partie des grandes comédies, voire de la comédie classique. On peut déjà parler de comédie classique. Dans une certaine mesure. Alors c'est vrai qu'on parle de classique par rapport au théâtre de la tragédie classique et il y a cette idée de vouloir effectivement relever la comédie. Alors pour résumer ces quelques vers, pas de situation de farce. Pas de vocabulaire bas, une action bien menée jusqu'au bout, une finesse dans l'expression des passions, tout en conservant l'idée que la comédie est aussi une imitation de la nature. Alors, on peut ajouter à cela des vers qui soulignent parfaitement bien le mépris de Boileau quand la comédie n'entre pas dans la bienséance. J'aime sur le théâtre un agréable auteur, qui, sans se diffamer aux yeux du spectateur, plaît par la raison seule et jamais ne la choque. Mais pour un faux plaisant, à grossière équivoque, qui pour me divertir n'a que la saleté. Qu'il s'en aille, s'il veut, sur des tréteaux montés, amusant le pont neuf de ses sornettes fades, aux laquais assemblés jouer ses mascarades. Pas d'obscénité, rien qui relève de la sexualité ou de grossièreté gestuelle ou encore verbale. Ces principes répondent à cette vision de la comédie d'Aristote, entre autres, et il faut échapper au mauvais. On écoute un extrait des fameuses Fourberies de Scapin, écrit dans 1671, acte 3, scène 2. Géronte sortant sa tête du sac. Ah, je suis roué! Ah, je suis mort! Pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Scapin lui remettant sa tête dans le sac. Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Il contrefait plusieurs personnes ensemble. Allons, tâchons à trouver ce Géronte. Cherchons partout. N'épargnons point nos pas, courons toute la ville. N'oublions aucun lieu, visitons tout, furetons de tous les côtés. Par où irons-nous? Tournons par là. Non, par ici. À gauche, à droite. Nenni, si fait. Cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est. Parle. Halte-toi, expédions. Dépêche vite. Tôt. Messieurs, doucement. Géronte met doucement la tête hors du sac et aperçoit la Fourberie de Scapin. Si tu ne nous fais pas trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu? Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu en vas tâter. Oh! Comme il est prêt de frapper, Géronte sort du sac et Scapin s'enfuit. Ah, infâme, traître, scélérat!
C'est ainsi que tu m'assassines ? On peut repérer ici une fonction morale et régulatrice de ce genre de scène. Si la tragédie purge les passions, c'est ce qu'on appelle la catharsis, et s'il faut éprouver la crainte et la pitié, la comédie est aussi vue par ceux qui la reconnaissent et surtout par ses auteurs comme un genre qui représente la vérité et qui peut avoir une fonction morale. Et c'est le cas dans le Tartuffe ou l'Imposteur, par exemple. Oui, il y a beaucoup d'exemples. On peut citer celui-ci où Molière répond dans sa préface du Tartuffe aux critiques dont il a été la cible et dont on a parlé précédemment. Et donc il dit la chose suivante: le devoir de la comédie étant de corriger les vices des hommes en les divertissant, j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. On peut également citer l'avare, et on écoute un extrait de l'acte 4, scène 7. Où Harpagon crie au voleur dès le jardin et vient sans chapeau. C'en est fait, je n'en puis plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il l'a pris ? Qu'en dites-vous ? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons ! Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble mon voleur. Et de quoi est-ce qu'on parle là ? De celui qui m'a dérobé ? Quel bruit fait-on là-haut ? Est-ce mon voleur qui y est ? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous ? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde, et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Bon, c'est vrai qu'on voit là que les exemples sont nombreux dans les œuvres de Molière. Oui, et on parle du Tartuffe, après on parle de l'avare, c'est pas tout à fait la même chose, mais finalement, pour peindre les vices de son siècle, Molière met en scène des personnages qui sont hors normes. C'était là l'idée de présenter aussi ces différentes œuvres. Des personnages hors normes qui vont avoir des caractéristiques particulières. Ce sont des maniaques, des extravagants, des personnages immoraux. Et le rire devient une arme qui montre les travers de ces personnages. Dans cette perspective, le rire et la comédie ont bien pour vertu de corriger les vices des hommes, comme on vient de l'entendre dans l'avare. C'est le castigat ridendo mores. Il s'agit de châtier les mœurs par le rire et de donner à la comédie des vertus que Boileau reconnaît dans son art poétique. La comédie apprit à rire sans aigreur, sans fiel et sans venin sut instruire et reprendre, et plus innocemment dans les vers de Ménandre. Il faut élever là la comédie au plus haut rang. En tout cas, c'est le but de Molière et de la grande comédie. Un des buts, et pour cela, pas d'autre choix que de répondre, mais dans une certaine mesure, aux principes classiques pour que la comédie soit autant considérée que la tragédie. Molière va parler de grande comédie et même s'il prône l'idée que la principale règle est de plaire, il s'agit aussi de satisfaire au canon du classicisme. Mais alors, comment ? Avec une grande comédie plus proche de la tragédie que de la farce ? Alors, au niveau de la forme, ça va être la recherche d'une construction en 5 actes, de l'usage du vers, le respect des règles des 3 unités, la bienséance et la vraisemblance. Ça, c'est pour la structure qu'on retrouve dans les grandes comédies, mais on s'est attaché tout à l'heure à l'importance des personnages dans la comédie. On a parlé tout à l'heure de ces personnages qu'il pouvait mettre en scène, mais on peut aller un petit peu plus loin parce que ces personnages, sans être des héros de tragédie, sont aussi soumis à une forme de destin. Don Juan, Alceste, dans le Misanthrope, Tartuffe, Harpagon, Argan vont s'enfermer dans une dynamique dont ils sont prisonniers par leur caractère et par des circonstances qu'ils mettent en place eux-mêmes. Et Bernadette Reflot déclare dans Molière et la farce que c'est le plus souvent le caractère du personnage qui le conduit dans une destinée qu'il ne maîtrise pas. Je vais citer Bernadette Reflot. Le personnage de comédie révèle qu'il est déterminé par le trait dominant qui suffit à le définir et qui joue pour lui le rôle tenu par l'appareil du destin dans la tragédie. Mais attention, on n'est pas en train de faire basculer la comédie vers la tragédie, on reste
dans la comédie. Et pourtant, ça donne une véritable orientation presque tragique à la comédie. De façon indirecte. Certains critiques mettent en lumière cette idée. On vient de citer Bernadette Reflot, mais Pascal Debailly précise aussi que dans la tragédie, la machine infernale est extérieure. Dans la comédie, la machine infernale est intérieure et elle est liée au caractère du personnage. Bon, ce sont des vues qui sont particulièrement intéressantes et qui donnent une vision un peu particulière de la comédie, mais ce serait quand même réducteur de ne prendre la grande comédie, voire les comédies de Molière, que sous cet aspect-là. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de faire basculer la comédie vers une tragédie déguisée, mais on ne peut que constater que Molière développe dans certaines de ses œuvres une certaine esthétique où la comédie va tirer vers une forme de tragédie. Entre autres avec l'omniprésence de la mort dans le Malade imaginaire, par exemple. Par exemple, on pourrait aussi parler de Don Juan, qui reste une œuvre quand même particulière et hors norme à bien des égards, mais on peut citer Alceste dans le Misanthrope, qui veut enfermer Célimène et la contraindre à renoncer au monde, et la dernière scène, c'est une mort, mais une mort sociale. Alors, on peut citer ces quelques vers du Misanthrope, écrits donc en 1666, extrait de l'acte 5, scène 5, à la fin de la scène. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on ait la liberté. Alors c'est Alceste qui dit ça et qui effectivement va se retirer du monde. Et comme on a parlé de la grande comédie, on va aussi parler de la comédie-ballet. C'est un genre nouveau, donc on voit qu'on passe effectivement aux différents stades de la comédie. Genre nouveau, longtemps considéré comme un genre mineur, qui est créé par Molière, qui en composa une dizaine avec Lully, qui est considéré comme le créateur de la tragédie lyrique, mais il a aussi composé avec Charpentier, et tout cela à la demande du roi. On peut citer aussi Charles Mazoué dans son article sur la comédie-ballet, qui précise que la comédie-ballet naît en 1661 avec Les Fâcheux de Molière chez Fouquet lors de la fête de Vaux. On a parlé en début de podcast des fêtes qui étaient représentées. Là, on en a un exemple. Je ferme la parenthèse. Le ballet de cour était déjà un spectacle recherché pour la somptuosité des costumes et de la décoration, la diversité des entrées, les plaisirs combinés de la danse, de la musique et des effets spéciaux. Louis XIV intervient même en personne dans le ballet de la nuit en 1653. La nouveauté introduite par Molière est de donner à la comédie et au ballet le même sujet pour ne point rompre le fil de la pièce. Mais au final, cette comédie-ballet, c'est un exercice très périlleux. Très périlleux parce qu'il faut mêler avec une certaine virtuosité une intrigue et des scènes entrecoupées de périodes de danse et de chant qui se rapportent tous à cette intrigue. Et comme le souligne une fois de plus Charles Mazoué, le principe de la comédie-ballet est de vouloir ajouter les charmes du ballet à ceux de la comédie. La difficulté est de rendre nécessaires les interventions dansées, d'en faire autre chose qu'une série de divertissements conventionnels qui viennent casser l'unité de la comédie. Et cela nous conduit vers une nouvelle esthétique de la comédie, vers un théâtre qui met en scène tous les arts au final. Que l'on retrouve dans des œuvres comme Monsieur de Pourceaugnac, Le bourgeois gentilhomme ou encore Le malade imaginaire, L'amour médecin, Les plaisirs de l'élan chanté, etc. C'est quand même intéressant de considérer que pendant très longtemps, c'est le texte qui a intéressé les metteurs en scène et que depuis quelque temps déjà, on revient à la représentation de ces œuvres dans leur essence même, c'est-à-dire essence de la comédie-ballet, comme le fait la comédie française, Jean-Marie Villégier et William Christie et Les Arts florissants, avec des textes connus mais aussi moins connus de Molière, comme L'amour médecin, qui, il faut quand même le souligner, n'est autre qu'une farce. La comédie-ballet est effectivement un genre qui permet donc de conjuguer tous les arts, danse, chant, parole, musique. En fait, c'est l'ancêtre, comme on le disait tout à l'heure, de la comédie musicale. Oui, alors on va peut-être faire sursauter un certain nombre de personnes, mais pourquoi pas. Il faut voir qu'on oscille constamment entre farce, grande comédie, où le tragique trouve parfois une place. On en a parlé tout à l'heure, mais chez Monsieur de Pourceaugnac, c'est un petit peu ça aussi. Mais il faut revenir à cette esthétique propre à la comédie, dans laquelle le rire est aussi, chez Molière, un rire franc dans de nombreuses pièces. Et ce rire franc ponctue chacune de ses œuvres. Et un rire qui peut être aussi un rire à l'état pur, un rire qui vient des entrailles. Et Molière, donc, est un innovateur. Dans le sens où le rire chez Molière est toujours d'actualité. On rit encore des œuvres de Molière, mais ce qui est à préciser, c'est que Molière a aussi inventé une dramaturgie
dans laquelle la première règle est de plaire et où le spectacle est une véritable fête. On le voit avec la critique de l'école des femmes, qui est une véritable théorie de la comédie. Et alors, un mot pour conclure sur ce Molière et sur cette comédie au XVIIe siècle. Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire. Uranie, j'ai remarqué une chose de ces messieurs-là. C'est que ceux qui parlent le plus des règles et qui les savent mieux que les autres font des comédies que personne ne trouve belles. Lycidas. Et c'est ce qui marque, madame. Comme on doit s'arrêter peu à leurs disputes embarrassées, car enfin, si les pièces qui sont selon les règles ne plaisent pas et que celles qui plaisent ne soient pas selon les règles, il faudrait de nécessité que les règles eussent été mal faites. Moquons-nous donc de cette chicane où ils veulent assujettir le goût du public et ne consultons dans une comédie que l'effet qu'elle fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d'avoir du plaisir. Pour moi, quand je vois une comédie, je regarde seulement si les choses me touchent, et lorsque je m'y suis bien divertie, je ne vais point demander si j'ai eu tort et si les règles d'Aristote me défendaient de rire. C'est justement comme un homme qui aurait trouvé une sauce excellente et qui voudrait examiner si elle est bonne sur les préceptes du cuisinier français. Il est vrai, et j'admire les raffinements de certains gens sur des choses que nous devons sentir par nous-mêmes. Vous avez raison, madame, de les trouver étranges, tous ces raffinements mystérieux. Car enfin, s'ils ont lieu, nous voilà réduits à ne nous plus croire. Nos propres sens seront esclaves en toutes choses, et jusqu'au manger et au boire, nous n'oserons plus trouver rien de bon sans le congé de messieurs les experts. Lycidas. Enfin, monsieur, toute votre raison, c'est que l'école des femmes a plu, et vous ne vous souciez point qu'elle soit dans les règles pourvues. Dorante. Tout beau, monsieur Lycidas, je ne vous accorde pas cela. Je dis bien que le grand art est de plaire et que cette comédie ayant plu à ceux pour qui elle est faite, et je trouve que c'est assez pour elle, et qu'elle doit peu se soucier du reste. Mais avec cela, je soutiens qu'elle ne pêche contre aucune des règles dont vous parlez. Je les ai lues, Dieu merci, autant qu'un autre, et je ferai voir aisément que peut-être n'avons-nous point de pièces au théâtre plus régulières que celle-là. Élise. Courage, monsieur Lycidas, nous sommes perdus si vous reculez. Lycidas. Quoi, monsieur? La protase, l'épitase et la péripétie? Dorante. Ah, monsieur Lycidas, vous nous assommez avec vos grands mots, ne paraissez point si savant de grâce. Humanisez votre discours et parlez pour être entendu. Pensez-vous qu'un nom grec donne plus de poids à vos raisons? Et ne trouveriez-vous pas qu'il fût aussi beau de dire l'exposition du sujet que la protase, le nœud que l'épitase et le dénouement que la péripétie? C'était Théâtre en mouvement avec Isabelle Lalisban et Antoine Guillot. À la lecture, Agatha Kazmierska et Jérémy Buatier. Une production La Compagnie Caravelle, Carnet d'Art Podcast.